Elle a donné sa précieuse alliance de mariage à sa belle-fille en signe de confiance. Mais en retour, elle a reçu un balai. Aujourd'hui, en larmes, elle vend la maison familiale. Une histoire qui vous fera réfléchir. Le soleil de mai filtrait faiblement à travers les rideaux de dentelle jaunie, créant des ombres dansantes sur le parquet usé. Rose Martin restait immobile, près de la fenêtre de sa modeste demeure, dans le quartier de Montmartre à Paris, les mains ridées jointes sur ses genoux comme un nœud d'espoir qui s'évanouissait à chaque minute qui passait. L'horloge de la cuisine indiquait 3 heures de l'après-midi en ce jour de la fête des mères, et le silence était assourdissant. Pas un coup de fil, pas un message, pas même une carte glissée sous la porte. Ses 72 ans pesaient comme des pierres sur sa poitrine, tandis qu'elle observait les familles passer dans la rue chargées de fleurs et de ballons colorés. La maison qui avait été son foyer pendant 40 ans semblait respirer avec elle ses murs imprégnés de décennies de rires, de larmes et de célébrations. Mais aujourd'hui, il n'y avait que des échos vides. Rose se souvenait des jours où Michel, son défunt mari, embaumait la maison de l'arôme du café fraîchement préparé et des rires de leurs jeunes enfants. Daniel, son fils unique, avait l'habitude de courir dans ces mêmes couloirs, les bras tendus en criant qu'il était un « avion ». Maintenant, à 45 ans, il lui rendait à peine visite, et quand il le faisait, c'était pour parler d'argent ou de problèmes qu'il voulait qu'elle règle. Le bruit d'une clé dans la serrure la fit sursauter. Il était trop tard pour que ce soit Daniel qui annonçait toujours ses visites des jours à l'avance. La porte s'ouvrit avec un grincement familier, et Carmen, sa belle-fille, apparut, son manteau encore sur le dos, et une expression que Rose ne réussit pas à déchiffrer. Carmen avait 38 ans, des cheveux châtains, attachés en un chignon parfait, et un sourire qui atteignait rarement ses yeux. Dans ses mains, elle portait un sac plastique froissé qui semblait contenir quelque chose de lourd. Sans lui adresser un regard direct, Carmen se dirigea vers la cuisine et laissa tomber 2 objets sur la table, avec un bruit sec qui résonna dans le silence. Un livre de cuisine, taché et détérioré, avec des pages jaunies, et la couverture, qui se décollait, et un balai en plastique bon marché enveloppé dans du cellophane transparent qui craquait au moindre mouvement. Rose sentit l'air s'épaissir, devenant difficile à respirer. « Joyeuse fête des mères », dit Carmen avec un sourire qui ne cachait pas la moquerie dans sa voix. « J'ai pensé que maintenant que vous êtes à la retraite, vous pourriez passer plus de temps à cuisiner, et ce balai est parfait pour votre style. » Les mots flottèrent dans l'air comme une gifle invisible. Rose sentit ses joues s'enflammer non pas de honte, mais d'une indignation profonde qui commençait à bouillonner dans sa poitrine. Elle regarda les objets sur la table, comme s'il s'agissait de preuves d'un crime. C'était le même espace où elle avait servi des dîners dominicaux pendant 15 ans, depuis que Daniel avait épousé Carmen, où elle avait préparé des anniversaires pour ses petits-enfants, où elle avait consolé Carmen pendant ses crises conjugales, avec des tasses de thé chaud et des mots doux. Rose se souvint vivement du jour, il y a 5 ans, où elle avait glissé de son doigt l'alliance de mariage qui avait appartenu à sa mère et à sa grand-mère avant elle. C'était un anneau en or blanc, orné de petits diamants, incrustés pas tape à l'œil, mais précieux, chargé d'histoire et de sens. Elle l'avait remis à Carmen avec des mains tremblantes et des larmes aux yeux en lui disant « Vous faites désormais partie de notre famille. Cette bague représente des générations d'amour et d'engagement. Prenez-en soin comme je l'ai fait. » Carmen l'avait pris sans cérémonie, murmurant un « merci » distrait en examinant le métal d'un œil critique. « Vous n'avez rien à dire ?» demanda Carmen, penchant la tête d'un air faussement préoccupé. « J'ai cru que ça vous ferait plaisir. C'est utile, non ?» Rose leva lentement les yeux. Ses yeux qui avaient vu naître ses enfants, qui avaient pleuré la mort de son mari, qui avaient assisté à des mariages et à des baptêmes, reflétaient désormais quelque chose de nouveau, un mélange de douleur et de compréhension qui l'effraya. « C'est très pratique », parvint-elle à dire, sa voix à peine un murmure. Carmen haussa les épaules. « Bon, je m'en vais. Daniel m'attend dans la voiture. On a une réservation pour dîner. » Elle se dirigea vers la porte, mais s'arrêta et se retourna. « Ah, et au fait, la prochaine fois que vous aurez besoin de quelque chose du marché, vous pourrez utiliser le balai pour balayer la cour. » Elle a l'air assez sale. Le bruit de la porte qui se ferma résonna comme un coup de feu. Rose resta seule avec les objets sur la table, sentant comme si tout le sang de son corps
s'était transformé en plomb. Elle s'approcha lentement et toucha le balai du bout des doigts. Le plastique était rugueux bon marché, le genre de choses qu'on achète sans réfléchir dans une supérette. Le livre de cuisine avait des taches de graisse et des pages manquantes. C'étaient des déchets déguisés en cadeaux. Cette nuit-là, Rose ne put pas dormir. Elle resta éveillée tard, naviguant sur son vieux téléphone portable sur les réseaux sociaux que ses petits-enfants lui avaient appris à utiliser. C'est là qu'elle trouva la photo qui lui brisa le cœur. Carmen rayonnante aux côtés de sa propre mère, tenant une élégante boîte de velours bleu d'une bijouterie renommée. La légende disait « Pour la femme qui m'a élevée comme une reine, joyeuse fête des mères ». Les commentaires étaient remplis de cœurs et de félicitations. Rose compta 37 « j'aime » en moins d'une heure. Cette même boîte bleue rose l'avait vue dans les vitrines pendant des années. Non pas pour sa valeur monétaire, mais pour ce qu'elle représentait de la pensée, de l'attention, le temps que quelqu'un prend pour choisir quelque chose de spécial. Elle n'avait jamais attendu quelque chose de coûteux, mais elle avait espéré quelque chose qui dise « vous comptez ». Le balai en plastique criait tout le contraire. Si vous aimez l'histoire, écrivez 5 dans les commentaires et abonnez-vous pour plus de vidéos comme celle-ci. Sinon, écrivez 0. Cela m'aide à créer un contenu encore meilleur pour vous. La suite. Une semaine plus tard, Carmen revint. Cette fois, elle arriva avec une expression différente, les yeux légèrement humides et les lèvres tremblantes comme si elle s'était entraînée devant le miroir. Rose l'observa depuis la cuisine, où elle préparait du thé, une routine qui la calmait lorsque ses pensées devenaient trop sombres. « Rose », commença Carmen, sa voix adoptant un ton qui se voulait conciliant. « Je crois qu'il y a eu un malentendu la semaine dernière. » Rose ne répondit pas immédiatement. Elle versa le thé dans 2 tasses disparates, une routine qu'elle avait répétée des milliers de fois pendant les années de mariage de Daniel. Carmen s'assit sans y être invitée, ses mains jouant nerveusement avec les clés de la voiture. « Écoutez », continua Carmen, « peut-être que mes cadeaux n'étaient pas les plus appropriés, mais ce n'était qu'une blague. Vous savez comment. Je suis avec l'humour. Vous avez toujours été très sensible à ces choses. » Rose posa la tasse devant Carmen et s'assit lentement. « Une blague ?» répéta-t-elle, sa voix étonnamment calme. « C'est ça maintenant, l'objet de vos plaisanteries. » Carmen soupira dramatiquement, comme si elle était la victime de la situation. Pourquoi faut-il toujours tout exagérer? Vous n'êtes pas pauvre, vous ne mourrez pas de faim. Si la bijouterie vous tient tant à cœur, vous pouvez vous acheter la vôtre. Daniel vous donne suffisamment d'argent chaque mois. Ces mots furent comme du verre qui se brise. Rose sentit quelque chose se fissurer en elle, quelque chose qui s'était fêlé pendant des années, mais qui s'était finalement brisé complètement. Elle se leva lentement la chaise, grattant contre le sol en dalle, avec un bruit qui parut s'amplifier dans le silence tendu. « Je ne vous demande pas de l'or, Carmen, » dit Rose, sa voix gagnant en force à chaque mot. « Je vous demandais de me voir. Vous avez épousé mon fils. Je vous ai donné la bague de mon propre doigt, la bague de ma mère. Je vous ai servi des dîners dominicaux pendant 15 ans. J'ai gardé vos enfants lorsque vous partiez en voyage. Je les ai emmenés chez le médecin quand ils étaient malades. Et maintenant, vous me donnez ça. » Elle désigna le balai qui était toujours sur la table comme un rappel cruel. Carmen se raidit sa façade de remords, s'évanouissant comme la brume au soleil. « Je ne vous ai pas épousé, Rose. J'ai épousé Daniel, et je ne vous dois rien. Ce que vous faites pour nous, vous le faites parce que vous le voulez, personne ne vous y oblige. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Rose eut l'impression de voir Carmen pour la première fois, de la voir vraiment. Pendant des années, elle avait construit des excuses pour sa belle-fille. Elle était stressée par le travail. Elle venait d'une famille différente. Elle avait besoin de temps pour s'adapter. Mais maintenant, elle voyait la vérité nue pour Carmen. Elle n'était qu'une fonction, un service gratuit qui était pris pour acquis. « Je comprends », dit Rose finalement, sa voix étrangement calme. « Merci d'avoir été si claire. » Carmen fronça les sourcils comme si elle s'était attendue à plus de drames, plus de larmes. « Bon, bien, je suis contente que vous compreniez enfin. » Elle se leva et se dirigea vers la porte. « Je passerai de toute façon moins de temps ici. Nous pensons à déménager plus près du travail de Daniel. » Après le départ de Carmen, Rose resta dans la cuisine pendant des heures. Elle ne pleurait pas. Cela aurait été trop simple. Au lieu de cela, elle ressentait une étrange clarté, comme si elle avait vécu dans le brouillard pendant des années, et qu'elle pouvait enfin voir avec netteté.
Elle parcourut la maison, touchant des objets qui avaient été témoins de sa vie, le canapé où elle avait allaité Daniel, la table où elle avait aidé au devoir les murs, qui conservaient des photos de moments heureux, qui semblaient maintenant appartenir à une autre personne. Cette nuit-là, Rose ouvrit le tiroir sous la cuisinière, où elle gardait les lettres que Michel lui avait écrites pendant leur fiançailles. En dessous, enveloppée dans un foulard de soie décoloré, elle trouva la petite boîte de velours qui avait autrefois contenu son alliance. Elle était maintenant vide, mais conservait toujours la forme circulaire où l'anneau avait reposé pendant des décennies. Rose la tint à la lumière de la lampe, se souvenant du jour où sa mère la lui avait donnée et du jour où elle l'avait donnée à Carmen. Pour la première fois depuis des semaines, Rose sourit. Mais ce n'était pas un sourire de bonheur, c'était le sourire de quelqu'un qui avait enfin pris une décision. Le lendemain matin, Rose fit quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis. Des décennies, elle s'habilla de ses plus beaux vêtements, se coiffa soigneusement et quitta la maison avec un but précis. Elle parcourut les rues de Montmartre qu'elle connaissait depuis son enfance, passant devant le marché où elle avait acheté des légumes pendant 40 ans, devant la boulangerie où M. Dubois gardait toujours des baguettes fraîches pour elle, devant l'église où elle avait épousé Michel. Sa destination était un bureau moderne, dans le centre historique très différent du monde familier de son quartier. La réceptionniste, une jeune femme, avec un sourire professionnel, la dirigea vers le bureau de maître Robert Leclerc, un agent, immobilier recommandé par sa voisine Madame Dubois. « Madame Martin, dit maître Leclerc, un homme d'âge moyen, avec des lunettes et des manières douces. Comment puis-je vous aider ?» Rose prit une profonde inspiration. « Je veux vendre ma maison. » Les mots sortirent avec plus de fermeté qu'elle ne l'avait espéré. Le maître leva légèrement les sourcils, mais conserva son expression professionnelle. « Je comprends. Puis-je vous demander la raison de la vente? Déménagez-vous dans un endroit plus petit? Je déménage dans une vie plus grande, répondit Rose, se surprenant elle-même avec la clarté de sa réponse. Pendant les 2 heures suivantes, Rose fournit tous les détails nécessaires. La maison était à son nom uniquement ce que Michel avait insisté pour faire des années auparavant en disant « Une femme doit toujours avoir son propre toit ». Les papiers étaient en ordre, il n'y avait aucune dette en suspens. Maître Leclerc estima que la propriété située dans un quartier qui avait pris de la valeur considérablement pourrait être vendue pour une somme respectable. « Avez-vous discuté de cette décision avec votre famille ?» demanda Maître Leclerc, non par curiosité mais par protocole professionnel. Rose secoua la tête. « C'est ma décision. Ma maison, mon choix. » En sortant du bureau, Rose se sentit étrangement légère, comme si elle avait laissé une lourde charge sur le bureau du maître. Elle retourna chez elle par un itinéraire différent, observant son quartier avec de nouveaux yeux. Les rues lui semblaient moins familières, moins les siennes. C'était comme si elle avait déjà commencé à faire ses adieux. Mais qu'allait faire Rose de sa nouvelle liberté? La réponse à cette question allait tout changer. 2 jours plus tard, Daniel apparut à la porte de Rose sans prévenir, ce qui était inhabituel chez lui. Il était accompagné de Carmen, qui resta légèrement en retrait avec une expression de contrariété à peine dissimulée. Daniel avait l'air fatigué d'un homme de 45 ans qui travaillait trop et dormait très peu, mais ses yeux montraient une inquiétude sincère que Rose n'avait pas vue depuis longtemps. « Feu maman !» commença Daniel en utilisant le ton qu'il avait l'habitude d'employer quand il était enfant et qu'il avait cassé quelque chose de précieux. « Peut-on parler ?» Rose les invita à entrer, observant comment Carmen examinait la maison comme si c'était la première fois qu'elle la visitait, ou peut-être comme si elle évaluait sa valeur. Ils s'assirent dans le salon sur le même canapé où Daniel avait fait ses premiers pas en s'accrochant au coussin, où il avait lu ses premiers livres, où il avait annoncé ses fiançailles avec Carmen 15 ans plus tôt. « J'ai entendu dire que tu pensais à vendre la maison, » dit Daniel allant droit au but. « Maman, es-tu sûre que c'est une bonne idée, cette maison est notre patrimoine familial ?» Rose observa son fils attentivement. Daniel avait hérité des yeux sombres de Michel et de sa tendance à froncer les sourcils quand il était inquiet. Mais il avait aussi développé une façon de parler qui lui rappelait davantage Carmen, directe transactionnelle, axée sur les aspects pratiques plutôt qu'émotionnels. « Notre patrimoine, » répéta Rose lentement. « Daniel, quand êtes-vous venu ici pour la dernière fois, juste pour me rendre visite, sans rien vouloir, sans avoir un problème à résoudre ?» Daniel parut décontenancé par la question. Il regarda Carmen, qui haussa les épaules de manière presque imperceptible. «
Maman, je travaille beaucoup. Tu le sais bien, mais ça ne veut pas dire que je ne me soucie pas. Et quand avons-nous dîné ensemble pour la dernière fois? Quand m'avez-vous demandé comment j'allais? Quand avons-nous parlé de quelque chose qui ne concernait pas l'argent ou les problèmes? Le silence s'étendit inconfortablement. Carmen se remua sur son siège, clairement impatiente. « Rose, je ne comprends pas pourquoi tu dramatises tant. Daniel a des responsabilités. Nous en avons tous. Il ne peut pas venir ici tous les 2 jours comme lorsqu'il était célibataire. » Rose ressentit une piqûre familière d'irritation, mais cette fois elle ne la réprima pas. Carmen, en 15 ans de mariage avec mon fils Mastu, seulement demandait comment j'allais Astu, montrer un intérêt sincère pour ma vie au-delà de ce que je peux faire pour vous. Carmen se tendit. « Ce n'est pas juste. Jamais, insista Rose. Le silence fut une réponse suffisante. Daniel bougea inconfortablement, clairement conscient qu'il assistait à une confrontation qui mijotait depuis des années. « Maman, dit-il finalement, je comprends que tu te sentes seule. Peut-être pourrions-nous organiser des visites plus régulières. Mais vendre la maison, c'est une très grande décision. Cette maison vaut beaucoup d'argent maintenant. Si tu la vends, où vas-tu vivre ?» Rose sourit, et pour la première fois dans la conversation, son expression s'adoucit. « J'ai fait des recherches. Il y a une résidence pour personnes âgées, à Nice. Ils ont des services médicaux, des activités, une bibliothèque. Et c'est près de la plage. » « Un mouroir. » Carmen ne put cacher l'horreur dans sa voix. « Une communauté, » corrigea Rose fermement. « Pour les personnes qui veulent vivre avec dignité et un but entouré de gens qui ont choisi d'être là. » Daniel fronça les sourcils plus profondément. « Maman, tu es impulsive. Cette maison a représenté toute ta vie avec papa. Tous mes souvenirs d'enfance sont ici. Les petits enfants viennent te voir. »« Viennent, » interrompit Rose. « Daniel, tes enfants ont 16 et 14 ans. La dernière fois que je les ai vus, c'était à Noël, et ils ont passé toute la visite les yeux rivés sur leur téléphone. Avant ça, je ne les avais pas vus depuis 4 mois. »« Ils sont dans l'âge ingrat, » murmura Daniel. « Et quand ils sortiront de l'âge ingrat, ils seront à l'université, puis ils travailleront, puis ils se marieront avec leur propre famille. Le cycle continue, Daniel. C'est naturel. Mais je ne vais pas rester ici comme un musée à préserver des souvenirs pour des gens qui n'ont pas le temps de me rendre visite. » Carmen se leva brusquement. « C'est ridicule. Rose, tu fais une crise. De la quarantaine à 72 ans. Daniel, dis-lui qu'elle ne peut pas vendre la maison. C'est notre héritage. » Rose se redressa sur son siège, ressentant une force qu'elle n'avait pas éprouvée depuis des années. « Carmen, cette maison n'est pas ton héritage. C'est mon foyer. Et un foyer requiert de l'amour, pas seulement des attentes financières. »« Mais nous vous aimons, » s'exclama Daniel, et pour la première fois sa voix se brisa légèrement. Rose le regarda avec tendresse, voyant un instant l'enfant qu'il avait été. « Daniel, je sais que tu m'aimes à ta façon, mais l'amour requiert aussi de la présence du temps, un intérêt sincère. Il faut voir l'autre personne comme plus qu'une fonction dans ta vie. » Elle se leva et se dirigea vers l'étagère où elle avait des photos de famille. Elle prit une photo du mariage de Daniel et Carmen, où elle apparaissait souriante aux côtés des mariés, portant la robe bleue qu'elle avait achetée spécialement pour l'occasion. « Quand vous vous êtes mariés, » dit-elle tenant la photo, « j'ai pensé que je gagnais une fille. J'ai donné mon alliance à Carmen parce que je croyais que nous créions une nouvelle famille plus grande et plus aimante. Mais je me suis trompé. Je n'ai pas gagné une fille, j'ai perdu un fils. Et le pire, c'est que je me suis perdu en cours de route, en essayant d'être indispensable pour des gens qui me considéraient comme remplaçable. » Carmen se dirigea vers la porte. « Je ne vais pas rester ici à écouter ça. Daniel, quand ta mère aura fini sa crise émotionnelle, appelle-moi. » Mais Daniel ne la suivit pas immédiatement. Il resta assis regardant sa mère avec une expression que Rose n'avait pas vue depuis des années, une vulnérabilité sincère. « Maman, dit-il à voix basse, pensais-tu vraiment que je ne me soucie pas de toi ?» Rose retourna à son siège et prit les mains de son fils entre les siennes. Elles étaient rugueuses avec des callosités dues au travail de bureau et au stress, mais c'étaient toujours les mains de l'enfant qu'elle avait autrefois consolé après des cauchemars. « Daniel, je crois que tu m'aimes, mais je crois aussi que tu as été tellement occupé à vivre ta vie que tu as oublié que je continue à vivre la mienne. Pendant des années, j'ai organisé mon temps autour de tes besoins, des besoins de Carmen, des enfants. Mais personne n'a organisé son temps autour des miens.
Daniel baissa les yeux. « Je ne m'en étais pas rendu compte. »« Je sais, dit Rose gentiment, et c'est pourquoi je dois faire ça. J'ai besoin d'avoir une vie qui soit la mienne où j'importe non pas pour ce que je peux donner, mais pour ce que je suis. » Quand Daniel partit finalement, Rose se sentit épuisée, mais aussi soulagée. Elle avait dit des vérités qu'elle gardait depuis des années, et bien que cela fasse mal, cela semblait aussi libérateur. Elle savait que sa relation avec Daniel ne serait jamais la même, mais elle espérait qu'elle pourrait éventuellement être meilleure. Le lendemain, Rose reçut un appel de Maître Leclerc. Il avait déjà 3 acheteurs potentiels intéressés par la propriété. La rapidité la surprit, mais la rassura aussi. C'était le signe qu'elle prenait la bonne décision au bon moment. Cet après-midi-là, Rose commença à faire quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis des décennies, des plans pour elle-même. Elle se renseigna sur la résidence à Nice, lut des critiques, parla au téléphone à la coordinatrice des admissions. C'était un endroit magnifique, avec des jardins et une piscine où les résidents pouvaient conserver leur indépendance tout en ayant accès à des soins médicaux et à des activités sociales. Elle se renseigna également sur autre chose. Il y avait une université à proximité qui proposait des programmes de formation continue pour les personnes âgées. Rose avait quitté le lycée pour se marier et élever Daniel, ce qui était courant chez les femmes de sa génération. Mais maintenant, pour la première fois depuis plus de 50 ans, elle pourrait étudier à nouveau. L'idée l'émotionna d'une manière qu'elle n'avait pas attendue. Elle pourrait étudier la littérature, l'histoire de l'art, peut-être même apprendre une nouvelle langue. Elle avait du temps, de l'argent de la vente de la maison, et pour la première fois depuis des décennies, la permission de ne penser qu'à elle-même. Mais Rose ne savait pas que ses projets allaient être confrontés à une opposition qu'elle n'avait pas anticipée. Pendant les semaines suivantes, Rose expérimenta quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années, l'espoir. Les journées avaient un but, alors qu'elle emballait des décennies d'effets personnels, décidant ce qu'elle emmènerait avec elle dans sa nouvelle vie et ce qu'elle donnerait ou offrirait. Chaque objet avait une histoire, et le processus de sélection des histoires qui méritaient de continuer fut à la fois douloureux et libérateur. Maître Leclerc l'appelait régulièrement pour des mises à jour. La maison avait généré de multiples offres, dont une qui dépassait le prix initial. La date provisoire de la vente était fixée à la fin du mois suivant, ce qui lui donnait suffisamment de temps pour trouver son nouveau foyer et faire la transition progressivement. Rose avait également commencé à avoir des conversations téléphoniques régulières avec Madame Patricia Moreau, la coordinatrice de la résidence à Nice. Patricia avait une voix chaleureuse et patiente et avait répondu à toutes les questions de Rose avec détail et honnêteté. L'appartement qu'elle avait choisi avait une vue sur le jardin, une petite cuisine équipée et se trouvait près du centre communautaire où se déroulaient les activités sociales. Madame Martin, lui avait dit Patricia lors de leur dernière conversation. Je crois que vous serez très heureuse ici. Nous avons une communauté très active de résidents qui, comme vous, ont décidé qu'ils voulaient vivre cette étape de leur vie avec un but et de la joie. Ces mots résonnèrent profondément en Rose. But et joie. Quand avait-elle ressenti ces deux choses ensemble pour la dernière fois? Cependant, tout n'avait pas été tranquille. Daniel avait commencé à lui rendre visite plus fréquemment, ce qui, dans des circonstances normales, l'aurait comblé de joie. Mais Rose pouvait sentir que ces visites avaient un but spécifique, la convaincre de changer d'avis. Il arrivait avec des fleurs, restait dîner, posait des questions sur sa santé et son bien-être. Il était attentionné et affectueux d'une manière qu'il n'avait pas été depuis des années. La Rose d'avant aurait été ravie de cette attention, tu renouvelée. Mais la Rose d'aujourd'hui pouvait voir les fils invisibles derrière la marionnette. Son fils était sincèrement attentionné, mais il était aussi stratégique. Carmen, quant à elle, avait cessé de rendre visite, ce qui était honnêtement un soulagement. Un après-midi particulièrement chaud de juin, Rose était dans la cour arrière en train d'arroser ses plantes, lorsqu'elle entendit des voix s'élever de la maison voisine. Madame Dupont, sa voisine de 68 ans, discutait avec quelqu'un au téléphone. Rose ne put s'empêcher d'entendre des bribes de la conversation. « Je me fiche de ce que tu penses, Raoul. C'est ma décision. Oui, ton père est mort, mais moi je suis toujours vivante. » Rose ressentit une connexion immédiate avec les mots de sa voisine. Madame Dupont était veuve depuis 2 ans, et depuis lors, elle avait traversé les mêmes défis pour redéfinir son identité en tant que femme indépendante, plutôt qu'épouse et mère. Quand Madame Dupont raccrocha le téléphone, Rose s'approcha de la clôture qui séparait leur cour. « Tout va bien, Madame Dupont. »
Madame Dupont s'approcha, essuyant ses larmes avec un mouchoir. « C'est mon fils Raoul. Il veut que je déménage. Avec lui et sa famille à Lyon. Il dit que ce n'est pas sûr pour moi de vivre seul, que je ne suis plus jeune. »« Qu'en pensez-vous » demanda Rose. « Je pense que j'ai vécu seul pendant 2 ans et que je vais parfaitement bien. J'ai mes amis ici, mon médecin, mes habitudes. Raoul me rend visite 1 fois tous les 3 mois et maintenant il veut prendre des décisions concernant ma vie. » Madame Dupont soupira profondément. « Vous croyez que je suis égoïste ?» Rose réfléchit. À la question. « Madame Dupont, combien d'années avez-vous consacrées à prendre soin des autres ? Combien de décisions avez-vous prises en pensant d'abord à votre mari, à vos enfants, à tout le monde, sauf à vous, 50 ans ?» répondit Madame Dupont sans hésiter. « Alors non, vous n'êtes pas égoïste. Vous êtes honnête avec vous-même pour la première fois depuis des décennies. » Les 2 femmes restèrent silencieuses, chacune perdue dans ses propres pensées. Finalement, Madame Dupont reprit la parole. « Rose, je suis très contente que vous ayez décidé de vendre la maison et de déménager à Nice. C'est courageux ce que vous faites. » Courageux. Rose fut surprise par le mot. « Oui, courageux. Il est facile de rester dans le connu même quand le connu ne nous rend plus heureux. Il est difficile de choisir l'inconnu quand l'inconnu pourrait nous faire refleurir. » À nouveau. Ce soir-là, Rose réfléchit aux paroles de Madame Dupont. Était-elle courageuse? Elle ne se sentait pas courageuse. Elle se sentait effrayée, excitée, triste et pleine d'espoir tout en même temps. Mais peut-être que cette combinaison d'émotions était exactement ce que signifiait être courageux. Le lendemain, Rose prit une décision qu'elle envisageait depuis des semaines. Elle appela Patricia Moreau et confirma officiellement son appartement à la résidence. Elle s'inscrivit également au programme de formation continue de l'université locale, choisissant des cours de littérature française et d'histoire de l'art. Pour la première fois depuis des décennies, elle allait redevenir étudiante. Quand elle raccrocha le téléphone, Rose ressentit un mélange de terreur et d'euphorie. Elle venait de s'engager dans une vie complètement nouvelle, dans un endroit où elle ne connaissait personne, où elle devrait créer de nouvelles habitudes et de nouvelles amitiés. Mais elle venait aussi de se choisir pour la première fois depuis plus de 50 ans. Avez-vous déjà ressenti le besoin de recommencer, après des années à vivre pour les autres? Partagez votre expérience dans les commentaires. 2 semaines avant la date prévue du déménagement, Rose reçut une visite inattendue. C'était Carmen, mais pas la Carmen défensive et hostile de leur rencontre précédente. Cette fois, elle arriva seule, sans Daniel, et avec une expression que Rose n'avait jamais vue auparavant, de la vulnérabilité mêlée à quelque chose qui aurait pu être du remords. Rose commença, Carmen restant debout dans l'entrée du salon. « Peut-on parler ?» Rose l'invita à s'asseoir, remarquant que Carmen portait des vêtements plus décontractés que d'habitude, un jean et un chemisier simple au lieu de sa tenue de bureau typique. Elle remarqua également que Carmen ne portait pas l'alliance de Rose. À la place, elle portait une simple alliance en or que Rose ne reconnut pas. « Où est mon alliance ?» demanda Rose directement sans préambule. Carmen baissa, les yeux ses joues rougissant. « Je l'ai vendue, admit-elle à voix basse. Il y a 2 ans. Nous avions besoin d'argent pour l'acompte de la nouvelle voiture de Daniel. » Rose eut l'impression d'avoir reçu un coup physique. L'anneau qui avait appartenu à 3 générations de femmes de sa famille, vendu pour acheter une voiture qui aurait déjà perdu la moitié de sa valeur. « Ne me dites pas que vous venez vous excuser, » dit Rose, sa voix dangereusement calme. Carmen se tordit les mains. « Je suis venue parce que Daniel est désespéré. Il dort mal, il ne mange. »« Pas bien. Il n'arrête pas de dire qu'il ne peut pas croire que vous alliez vraiment vendre la maison. Et vous, qu'en pensez-vous » Carmen mit un moment à répondre. « Honnêtement, au début, je pensais que vous faisiez du cinéma. Mais après que vous m'avez raconté l'histoire de l'Alliance. » Elle se passa nerveusement la main dans le cou. « Ma mère ne m'a jamais rien donné de tel. Elle ne m'a jamais traité comme si je faisais partie de la famille, comme vous l'avez fait. » Rose observa sa belle-fille avec un regard nouveau. Pour la première fois, elle vit au-delà de la surface défensive et découvrit une femme qui, elle aussi, avait peut-être navigué en eaux inconnues. « Carmen, pourquoi m'avez-vous traité comme vous l'avez fait toutes ces années ?» La question flotta dans l'air comme une confession qui attendait d'être entendue. Carmen se leva et se dirigea vers la fenêtre, regardant le jardin que Rose avait entretenu pendant des décennies. « Parce que j'avais peur, dit-elle finalement. J'avais peur que Daniel vous aime plus que moi. J'avais peur de ne jamais être assez bien comparé à vous.
Vous étiez la mère parfaite, l'épouse parfaite. Je viens d'une famille brisée, Rose. Mes parents ont divorcé quand j'avais 12 ans. Ma mère travaillait 3 boulots pour nous. Faire vivre. Je n'ai jamais eu le genre d'amour stable que vous avez donné à Daniel. Rose ressentit une piqûre de compréhension mêlée à de la frustration. Carmen, je n'ai jamais essayé de rivaliser avec vous. J'ai essayé de vous inclure. Je sais. Carmen se retourna, des larmes coulant sur ses joues. Je le sais maintenant. Mais à l'époque, je me sentais menacé par chaque tradition familiale, par chaque histoire que vous racontiez sur Daniel quand il était enfant, par chaque fois qu'il vous demandait conseil, au lieu de me le demander. Alors vous avez décidé de me faire du mal en premier. Carmen hocha la tête misérablement. Et maintenant, Daniel est effondré parce qu'il croit qu'il a perdu sa mère à cause de moi. Les enfants demandent pourquoi grand-mère va déménager si loin. Et moi, je me suis rendu compte que ce que je craignais le plus est finalement produit, mais par ma propre faute. Rose ressentit une bataille interne entre la compassion et la justice. Pendant des années, elle avait essayé de comprendre pourquoi Carmen semblait si déterminée à la tenir à distance. Maintenant, elle avait des réponses, mais ces réponses arrivaient bien trop tard. « Carmen, dit Rose gentiment, je comprends pourquoi vous vous sentiez menacée. Mais au lieu de me parler de ces peurs, vous avez choisi de me faire du mal systématiquement, pendant 15 ans. Et quand j'ai finalement décidé de me protéger, vous me blâmez pour les conséquences. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire ?» demanda Carmen désespérément. « Quelque chose que je puisse changer ?» Rose considéra la question attentivement. « Voulez-vous vraiment avoir une relation avec moi, Carmen? Ou voulez-vous simplement que les choses redeviennent comme avant, pour que Daniel cesse d'être contrarié ?» L'honnêteté de la question fit s'arrêter Carmen. Rose pouvait voir le conflit. Dans ses yeux, la lutte entre dire ce qu'elle pensait que Rose voulait entendre et dire la vérité. « Je ne sais pas », admit finalement Carmen. « Honnêtement, je ne sais pas si nous pouvons avoir une vraie relation. Nous avons été des étrangères hostiles pendant si longtemps que je ne sais pas comment nous serions comme une vraie famille. » Rose apprécia l'honnêteté brutale, bien que cela fasse mal. « Alors vous avez votre réponse. Vous ne pouvez pas réparer quelque chose qui n'a jamais été construit correctement dès le début. » Carmen se dirigea vers la porte mais s'arrêta. « Rose, pour ce que ça vaut, je suis désolé d'avoir vendu l'alliance, et je suis désolé d'avoir été si cruel envers vous. » Après le départ de Carmen, Rose s'assit dans sa cuisine pour la dernière fois en tant que propriétaire de cette maison. Dans 2 semaines, elle vivrait à Nice, commençant une toute nouvelle vie à 72 ans. C'était effrayant et excitant à parts égales. Daniel arriva ce soir-là, clairement envoyé par Carmen, pour faire une dernière tentative de persuasion. Mais cette fois, Rose était préparée. « Maman, » commença Daniel, « Carmen m'a parlé de votre conversation. Je pense que les choses peuvent changer. Nous pouvons être une meilleure famille. » Rose prit les mains de son fils. « Daniel, je ne vis plus dans le nous pouvons. Je vis dans le je suis. Je peux être heureuse, je peux avoir un but, je peux vivre pour moi-même sans me sentir coupable. » « Mais vous allez nous manquer, » dit Daniel, sa voix se brisant. « Bien sûr. Que vous allez me manquer. Mais Daniel, je vais aussi me manquer à moi-même si je reste, et c'est une perte que je ne peux plus me permettre. » Mais y avait-il une surprise finale qui attendait Rose, une surprise qui allait tout changer sur sa décision. Le matin du déménagement arriva avec une légère bruine qui donna à l'air l'odeur de la terre humide et de nouveaux commencements. Rose avait engagé une petite entreprise de déménagement appartenant à une famille locale recommandée par Madame Dupont. Elle n'emportait que l'essentiel des vêtements, quelques livres chéris, des photographies soigneusement sélectionnées et la machine à coudre qui avait appartenu à sa mère. Daniel arriva tôt pour aider avec les dernières caisses, et Rose put voir qu'il avait pleuré. Ses yeux étaient gonflés et rouges, lui rappelant le moment où il était enfant et qu'il avait pleuré à cause d'une blessure ou d'une déception. La différence était que maintenant Rose ne pouvait pas simplement l'embrasser et faire disparaître la douleur. « Maman, » dit Daniel pendant qu'il chargeait la dernière caisse dans le camion, « je n'arrive toujours pas à croire que vous partiez. Vraiment. Daniel, Nice n'est qu'à 1h30 de voiture. Je ne vais pas sur la Lune. Mais ce ne sera pas pareil. Cette maison, c'est ici que j'ai grandi, où papa et toi m'avez appris à faire du vélo dans le jardin, où nous avons célébré mes anniversaires. » Rose s'arrêta sur le seuil de la maison vide, regardant une dernière fois les espaces qui avaient abrité tant de moments importants. « Daniel, ces souvenirs ne disparaissent pas parce que je déménage.
Ils sont dans ton cœur, pas dans ces murs. Et si vous avez besoin de quelque chose, et si vous tombez malade? Rose sourit. Daniel, à la résidence, il y a des soins médicaux 24 heures sur 24. J'ai de meilleurs soins médicaux là-bas qu'ici, et je vais être entouré de gens qui ont choisi d'être actifs et engagés dans la vie. Le camion de déménagement partit en premier, suivi par Rose dans sa petite voiture. Daniel l'a suivi jusqu'à la route principale, où il dut finalement prendre la sortie vers son bureau. Rose le vit s'éloigner dans le rétroviseur, se sentant comme si elle coupait le dernier fil qui la reliait à sa vie antérieure. Le voyage vers Nice fut magnifique. La pluie avait cessé et le paysage était lavé et vert. Rose mit de la musique à la radio, des chansons de sa jeunesse qu'elle n'avait pas écoutées depuis des années, et pour la première fois depuis des décennies, elle conduisit sans une destination qui impliquait de faire quelque chose pour quelqu'un d'autre. Quand elle arriva à la résidence Villa Espérance, Rose se sentit immédiatement la bienvenue. Patricia Moreau l'attendait à la réception avec un sourire sincère et un bouquet de fleurs du jardin communautaire. « Madame Martin, » dit Patricia, « quel plaisir de vous rencontrer enfin en personne. »« Comment s'est passé le voyage galibérateur ?» répondit Rose honnêtement, se surprenant elle-même avec le mot. Patricia lui fit visiter les lieux en attendant l'arrivée du camion de déménagement. Rose découvrit la bibliothèque, la salle d'activité, où un groupe de femmes pratiquait le yoga, la salle à manger commune, où certains résidents déjeunaient et discutaient avec entrain, et les jardins impeccablement entretenus, où d'autres résidents lisaient ou profitaient simplement du soleil. « Vous avez beaucoup de liberté ici », expliqua Patricia. « Vous pouvez participer à autant ou aussi peu d'activités que vous le souhaitez. Certains de nos résidents préfèrent rester plus discrets, d'autres deviennent très sociables. Il n'y a aucune pression. » Son appartement était petit mais plein de lumière avec de grandes fenêtres donnant sur le jardin principal. Il était une fraction de la taille de sa maison précédente, mais il ne se sentait pas claustrophobe. Il se sentait gérable, accueillant. « Madame Élise Moreau habite à côté », dit Patricia en montrant la porte d'à côté. Elle aussi est nouvelle. Elle est arrivée il y a 3 mois. Elle était professeure de lycée avant de prendre sa retraite. Je pense que vous pourriez bien vous entendre toutes les deux. Comme si elle avait été invoquée, la porte de l'appartement voisin s'ouvrit et une femme d'environ l'âge de Rose apparut, les cheveux gris coupés dans un style moderne et les yeux brillants, pleins de curiosité. « Vous devez être Rose, » dit Élise en lui tendant la main. « Patricia m'a dit que vous arriviez aujourd'hui. Avez-vous besoin d'aide ?» Rose ressentit une chaleur immédiate envers cette inconnue qui la traitait comme si elles étaient déjà de vieilles amies. « Merci beaucoup, Élise. Je crois que ça va pour l'instant, mais je vous remercie de votre offre. Quand vous serez installé, venez prendre un café. J'ai les meilleurs cookies au chocolat de tout le complexe, » dit Élise avec un clin d'œil. Cet après-midi-là, alors que Rose déballait ses affaires et les plaçait dans son nouveau foyer, elle fut surprise par la nature de ce qui s'était passé. Elle avait craint de se sentir perdue ou mélancolique, mais au lieu de cela, elle se sentait pleine d'espoir ému. Quand elle eut terminé de déballer Rose, se prépara une tasse de thé et s'assit sur sa petite terrasse qui donnait sur le jardin. Le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel d'orange et de rose. Elle pouvait entendre des rires venant du bord de la piscine où un groupe de résidents jouait aux cartes. Son téléphone sonna. C'était Daniel. « Maman, comment vas-tu? Es-tu bien arrivé? »« Oui, mon amour, je suis parfaitement arrivé. L'endroit est magnifique. Tu te sens triste? Seule ?» Rose considéra la question honnêtement. « Daniel, je suis en paix. Pour la première fois depuis de nombreuses années, je suis en paix. » Il y eut une longue pause avant que Daniel ne réponde. « Je suis content, maman. Je suis vraiment content. » Après avoir raccroché, Rose resta assise sur sa terrasse, tandis que la nuit s'installait sur son nouveau foyer. Elle pouvait voir des lumières s'allumer dans d'autres appartements, des aperçus d'autres vies vécues avec un but et un choix. Le lendemain, Rose se réveilla sans réveil pour la première fois depuis des décennies. Elle se prépara le petit déjeuner dans sa petite cuisine, lut le journal sur sa terrasse, puis décida d'explorer davantage le complexe. Dans le jardin, elle trouva Élise en train de lire sous un arbre de jacaranda. Rose l'appela Élise. « Viens, assieds-toi avec moi. »« Comment as-tu dormi pour ta première nuit ?»« Comme un bébé, » répondit Rose, rejoignant Élise sur le banc sous l'arbre. « Savez-vous ce que j'aime le plus dans cet endroit ?» demanda Élise. « Personne ne me demande ce que je vais préparer pour le dîner. Personne ne me demande si j'ai lavé son linge.
Personne ne suppose que ma journée est rythmée par leurs besoins. Rose rit. Vous avez vécu une situation similaire. 3 enfants, 2 belles filles, qui me considéraient comme un service de nettoyage gratuit et un mari qui supposait que ma retraite signifiait que j'étais désormais son assistant personnel à plein temps. Élise ferma son livre et regarda Rose directement. « Et vous, un fils et une belle-fille qui m'ont offert un balai en plastique pour la fête des mères après que je leur ai donné mon alliance familiale. » Élise siffla. « C'est brutal. » Ça l'était, mais ça a aussi clarifié les choses. « Savez-vous ce que j'ai appris ?» dit Élise. « J'ai appris que le véritable amour ne se démontre pas par un sacrifice constant. Il se démontre par le respect mutuel et un choix conscient. Mais, enfants même, mais pendant des années, ils ont confondu ma disponibilité avec ma valeur. » Rose acquiesça vigoureusement. « Exactement. Je suis devenue une fonction au lieu d'une personne. Et maintenant ?» Rose regarda autour du jardin, voyant des résidents marcher, discuter, rire. « Maintenant, je suis Rose Martin, étudiante universitaire, de 72 ans qui vit à Nice et qui apprend qui elle est quand elle n'est pas définie par ce qu'elle peut faire pour les autres. » Les 2 femmes restèrent assises dans un silence confortable, chacune perdue dans ses propres réflexions sur les chemins qui les avaient menées à ce moment de découverte de soi tardif, mais bienvenu. Vous êtes-vous déjà senti perdu dans votre propre vie, ne vivant que pour répondre aux attentes des autres? Comment avez-vous trouvé le courage de vous choisir vous-même? Partagez votre histoire dans les commentaires. J'adorerais connaître votre expérience. 6 mois après avoir emménagé à Nice, Rose était méconnaissable comparée à la femme qui avait reçu un balai en cadeau pour la fête des mères. Elle avait perdu du poids, sans le vouloir, simplement en étant plus active et en mangeant de manière plus consciente. Ses cheveux qu'elle portait de la même façon depuis 20 ans avaient maintenant une coupe moderne qui rehaussait ses traits. Mais le changement le plus notable était dans ses yeux. Il brillait d'une vitalité qui avait été absente pendant des décennies. Ses journées avaient une structure complètement nouvelle. 3 matins par semaine, elle assistait à des cours à l'université locale où elle étudiait la littérature française contemporaine. Les autres jours, elle les consacrait à des activités dans le complexe. Elle avait rejoint le club de lecture, prenait des cours d'aquagym et avait commencé à donner des cours de couture de base à d'autres résidents. Élise était devenue sa meilleure amie et confidente. Ensemble, elles avaient exploré Nice, visitant des musées, des marchés locaux et des restaurants que ni l'une ni l'autre n'aurait envisagé d'essayer lorsqu'elles vivaient pour les autres. Elles avaient également démarré une petite entreprise informelle, en faisant des retouches de vêtements pour les autres résidents du complexe. « Savez-vous ce qu'il y a de plus étrange ?» dit Rose à Élise un après-midi, alors qu'elle travaillait dans le jardin communautaire. « Je me sens plus jeune maintenant que quand j'avais 50 ans. »« C'est parce que vous vivez enfin votre propre vie, » répondit Élise en transplantant des pétunias. « Quand vous vivez pour les autres, vous vieillissez plus vite. Le ressentiment et la frustration vous vident de votre énergie. Quand vous vivez authentiquement, l'énergie se renouvelle. » Rose avait maintenu un contact régulier avec Daniel, mais elle avait établi des limites claires. Les appels étaient programmés et non spontanés, basés sur les besoins de Daniel. Quand il lui rendait visite, ce qu'il faisait environ 1 fois par mois, elle gardait le contrôle de l'itinéraire. Parfois, ils allèrent déjeuner, parfois ils s'asseyaient simplement sur sa terrasse, pendant qu'elle travaillait sur ses devoirs. La transformation de leur relation avait été progressive, mais notable. Daniel avait commencé à poser des questions sur sa vie, ce qu'elle étudiait, ce qu'elle avait appris cette semaine, comment allaient ses nouvelles amitiés. Il n'arrivait plus avec des problèmes qu'elle devait résoudre. Au lieu de cela, il venait avec une véritable curiosité pour la personne que sa mère était en train de devenir. Carmen n'était venue qu'une seule fois, 3 mois après le déménagement. C'était une visite malaisée mais courtoise. Carmen avait regardé autour du petit appartement, mais impeccable de Rose, avait rencontré Élise, avait observé les photos de Rose lors de ses cours universitaires et de ses activités dans le complexe. « Vous avez l'air si différente », avait dit Carmen, incapable de cacher sa surprise. « Je me sens différente », avait simplement répondu Rose. « Êtes-vous heureuse ?» Rose avait considéré la question sérieusement. « Je suis entière. Pour la première fois depuis des décennies, je me sens comme une personne entière. » Carmen n'était pas revenue rendre visite, mais Daniel avait confié qu'elle avait commencé une thérapie individuelle. Elle dit qu'elle se rend compte qu'elle a des
Problèmes d'abandon qui ont affecté la façon dont elle vous a traité, avait expliqué Daniel. Je ne sais pas s'il est trop tard pour changer les choses entre vous, mais au moins elle essaie de comprendre pourquoi elle a agi comme elle a agi. Rose avait reçu cette information avec un mélange de validation et d'indifférence. Elle était heureuse que Carmen travaille sur ses problèmes, mais elle ne ressentait plus le besoin de faire partie de cette guérison. Elle avait appris que ce n'était pas sa responsabilité de réparer les blessures que les autres avaient créées, même lorsque ces blessures l'avaient affectée directement. L'événement qui consolida réellement la nouvelle vie de Rose arriva de manière inattendue. L'université avait organisé une conférence sur le thème « Les femmes françaises dans la littérature du XXe siècle » et Rose avait été invitée à présenter un essai qu'elle avait écrit sur Simone de Beauvoir. C'était la première fois de sa vie que sa voix intellectuelle était reconnue et valorisée pour son propre mérite. Le jour de la présentation, Rose se tenait devant un auditoire rempli d'étudiants et de professeurs tenant le micro d'une main ferme. Son essai explorait comment Beauvoir avait navigué dans les attentes sociales liées au fait d'être une femme à une époque où les femmes avaient peu d'options en dehors du mariage et de la maternité. Beauvoir a écrit « Il faut inventer une autre manière d'être homme et libre. Il faut inventer une autre manière d'être », lut Rose. Pendant des décennies, j'ai cru qu'il n'y avait qu'une seule façon d'être une femme, se sacrifier pour les autres jusqu'à disparaître. Mais Beauvoir avait raison. Il y a une autre façon d'être. Quand elle eut terminé sa présentation, l'auditoire éclata en applaudissements. Rose ressentit une vague de fierté et d'accomplissement qui était complètement nouvelle. Ce n'était pas la fierté d'avoir bien fait quelque chose pour quelqu'un d'autre, mais la fierté d'avoir exprimé ses propres idées, sa propre voix, sa propre perspective intellectuelle. Après la conférence, Rose fut abordée par d'autres femmes, certaines jeunes étudiantes, certaines professeurs, certaines femmes de son âge, qui étaient venues en tant qu'auditrices. Toutes voulaient lui parler de son essai, de son expérience, de son courage de commencer une nouvelle vie à 72 ans. Comment avez-vous su que c'était le bon moment pour faire un changement aussi radical ? Lui demanda une femme d'une cinquantaine d'années qui s'était présentée comme épouse et mère de 3 enfants. Rose réfléchit attentivement avant de répondre. « Je n'ai pas su que c'était le bon moment. J'ai juste su que le moment où l'inacceptable n'était plus tolérable était venu. » Ce soir-là, Rose appela Daniel pour lui parler de la conférence. Pour la première fois depuis des années, son fils l'écouta parler de ses propres réalisations, au lieu de l'écouter lui poser des questions sur les siennes. « Maman, » dit Daniel à la fin de la conversation, « je veux m'excuser. » « Pourquoi ? De ne pas avoir vu qui vous étiez réellement toutes ces années. D'avoir traité votre intelligence et vos intérêts comme s'ils étaient secondaires à votre fonction de mère et de grand-mère. Je n'avais pas réalisé que vous aviez tant à offrir au-delà de prendre soin de nous. » Rose sentit des larmes couler sur ses joues. « Daniel, je ne l'avais pas non plus réalisé. J'avais oublié que j'avais un esprit, des opinions, des rêves propres. J'avais dormi pendant si longtemps que j'ai pensé que c'était tout ce que j'étais. Vous regrettez d'avoir déménagé. » « Pas une seconde, » répondit Rose sans hésiter. « C'était la meilleure décision que j'ai prise depuis des décennies. » Mais l'histoire de Rose était sur le point de prendre un tournant final complètement inattendu. 1 an et demi après avoir emménagé à Nice, Rose reçut un appel qui la surprit complètement. C'était d'une avocate nommée Maître Monique Rousseau, qui lui expliqua qu'elle avait été contactée par une organisation nationale de défense des droits des femmes. « Madame Martin, » dit Maître Rousseau, « nous avons suivi votre histoire à travers quelques articles parus dans des journaux locaux sur votre conférence universitaire et votre transition de vie. Nous aimerions vous inviter à devenir porte-parole d'une campagne nationale sur les droits et l'autonomie des femmes âgées. » Rose resta sans voix. « Pardon, porte-parole. Votre histoire représente quelque chose que de nombreuses femmes de votre génération vivent. Le réveil tardif à leur propre autonomie. La prise de conscience que consacrer toute sa vie aux autres n'est pas la seule façon d'être une bonne femme. Le courage de se réinventer quand la société dit qu'il est déjà trop tard. » Maître Rousseau expliqua que la campagne s'appellerait « Il n'est jamais trop tard » et qu'elle visait à changer les perceptions sociales sur ce que les femmes âgées pouvaient et devaient faire de leur vie. Elle voulait que Rose partage son histoire lors de conférences, d'interviews et d'événements publics. « Je ne suis pas une célébrité », protesta Rose. « Je suis juste une femme qui a pris une décision difficile. C'est précisément pour cela que vous êtes parfaite pour cela.
répondit Maître Rousseau. Les femmes ont besoin de voir qu'elles n'ont pas besoin d'être extraordinaires pour mériter une vie propre. Elles ont besoin de voir qu'une femme ordinaire peut prendre des décisions courageuses. Rose demanda du temps pour y réfléchir et en discuter avec Élise. Cet après-midi-là, les deux amies étaient assises à leur endroit préféré sous l'arbre de jacaranda. « C'est effrayant, » admit Rose. « Parler en public, être le centre d'attention, à voir mon histoire personnelle exposée. »« Mais, » demanda Élise, reconnaissant qu'il y avait plus, « mais je pense à toutes les femmes qui sont assises chez elles, Andy. Ce moment qui se sentent invisibles, qui croient qu'il est déjà trop tard pour changer quoi que ce soit. Je pense à toutes les belles filles qui maltraitent leur belle-mère parce qu'elles n'ont jamais appris à voir les femmes âgées comme des personnes entières. Je pense à tous les fils qui donnent leur mère pour acquis. » Élise hocha la tête. « Et vous pensez que votre histoire pourrait aider? Je ne sais pas. Mais je sais que lorsque j'étais dans ma situation la plus sombre, j'aurais donné n'importe quoi pour entendre une femme comme moi dire qu'il était possible d'avoir une vie différente. » Rose accepta la proposition. Au cours des mois suivants, elle voyagea à travers toute la France pour donner des conférences. Elle parla dans les universités, les centres communautaires, lors d'événements d'entreprise, sur la diversité générationnelle et dans des émissions de radio et de télévision. Son histoire résonna de manière qu'elle n'avait jamais anticipée. Lors d'une conférence à Lyon, une femme d'une 60aine d'années s'approcha d'elle en larmes. « J'ai pris soin de mon mari, de mes enfants, de mes petits-enfants, pendant 30 ans. Je n'ai jamais pensé que j'avais le droit de vouloir autre chose. Votre histoire m'a fait prendre conscience que je peux aimer ma famille tout en ayant ma propre vie. » À Marseille, un homme d'âge moyen lui dit « J'ai entendu votre histoire et j'ai compris que je traitais ma mère exactement comme Daniel vous traitait. Je vais changer ça. » À Paris, une jeune mariée lui fit remarquer « Votre histoire m'a appris comment je veux traiter ma belle-mère. Je ne veux pas qu'elle se sente invisible dans ma famille. » Chaque histoire, chaque interaction confirmait à Rose qu'elle avait pris la bonne décision. Non seulement de déménager et de changer sa vie, mais aussi d'être prête à partager son expérience publiquement. Un jour, alors que Rose se préparait pour une conférence à Toulouse, elle reçut un appel inattendu. C'était Carmen. « Rose », dit Carmen, et sa voix sonnait différemment, plus mûre, moins défensive. « J'ai vu votre interview à l'émission matinale de télévision. » Rose attendit sans savoir à quoi s'attendre. « Je voulais vous appeler pour vous dire quelque chose, » poursuivit Carmen. « Je suis en thérapie depuis plus d'1 an maintenant à travailler sur mes problèmes d'abandon et de contrôle. Ma thérapeute m'a aidé à comprendre pourquoi je me sentais si menacée par vous et pourquoi j'ai agi si cruellement. Et je voulais m'excuser. Vraiment m'excuser. Non pas parce que j'espère que les choses vont changer entre nous, mais parce que vous méritez d'entendre que je reconnais le mal que je vous ai fait et que je regrette profondément la façon dont je vous ai traité. » Rose ressentit un mélange d'émotion, validation, tristesse, et même une certaine compassion pour la femme qui avait lutté contre ses propres démons intérieurs. « Carmen, j'apprécie les excuses. Honnêtement, je les apprécie. Croyez-vous qu'un jour, nous pourrions essayer d'avoir une sorte de relation ?» Rose considéra la question attentivement. « Carmen, je crois que nous sommes toutes les deux des personnes très différentes maintenant, de ce que nous étions il y a 2 ans. Je ne sais pas quel genre de relation nous pourrions avoir, mais je suis ouverte à le découvrir progressivement. » « Sans attente. C'est plus que ce que je mérite, » dit Carmen. « Merci. » Après avoir raccroché, Rose fut surprise par le peu d'effet que la conversation avait eu sur elle émotionnellement. 2 ans auparavant, des excuses de Carmen auraient été ce qu'elle aurait le plus désiré au monde. Maintenant, c'était simplement une bonne conclusion à un chapitre de sa vie qu'elle avait déjà traité et surmonté. Cette réalisation lui confirma quelque chose d'important. Elle avait vraiment trouvé sa propre identité, indépendamment de la façon dont les autres la traitaient ou la percevaient. La campagne « Il n'est jamais trop tard » fut un succès retentissant. Rose devint le visage d'un mouvement qui inspira des milliers de femmes à reconsidérer leur propre vie et leurs propres choix. Mais plus important pour elle, elle avait trouvé un but qui combinait son expérience personnelle avec un impact social positif. Lors de sa 2e conférence universitaire, 2 ans après la première, Rose parla de Simone Veil et de sa défense du droit des femmes à l'éducation et à la vie intellectuelle. Mais cette fois, l'auditoire n'était pas seulement rempli d'étudiants locaux.
Il y avait des femmes qui avaient voyagé d'autres régions pour l'écouter des médias qui couvrirent l'événement et des organisations de défense des droits humains qui documentèrent ses propos. Veil a écrit « Les femmes sont les hommes comme les hommes sont les femmes », cita Rose. Mais j'ajouterais « Femmes courageuses, nous nous accusons nous-mêmes d'être égoïstes pour vouloir une vie propre sans voir que nous sommes l'occasion de notre propre libération. » À la fin de la conférence, Rose reçut une standing ovation qui dura plusieurs minutes. Mais ce qui l'émut le plus, ce ne furent pas les applaudissements, mais de voir Daniel au premier rang des larmes de fierté coulant sur ses joues. Après l'événement, Daniel s'approcha d'elle. « Maman, dit-il, je dois vous avouer quelque chose. Lorsque vous avez déménagé à Nice, je pensais que vous faisiez une crise et que vous reviendriez finalement à la maison repentante. Et maintenant je me rends compte que vous avez été la première d'entre nous à vous réveiller. Vous avez inspiré non seulement des milliers de femmes que vous ne connaissez pas, mais aussi votre propre fils à repenser la façon dont je vois les femmes dans ma vie. » Rose embrassa Daniel, sentant une connexion avec lui, plus profonde que tout ce qu'ils avaient partagé lorsqu'elle vivait uniquement pour lui. « Daniel, lui dit-elle, j'aime que tu me vois comme une mère, mais j'aime aussi que tu me vois comme Rose, comme une personne entière avec des pensées, des rêves et une valeur au-delà de ce que je peux faire pour toi. Je vous aime, maman, à la mère que vous avez toujours été, mais surtout à la femme que vous avez choisi de devenir. » À 74 ans, Rose Martin avait trouvé quelque chose que de nombreuses personnes ne trouvent jamais, quelle que soit leur âge, la version la plus authentique d'elle-même. Son histoire avait commencé avec un balai en plastique et un cœur brisé, mais elle avait fleuri dans une vie pleine de buts de respect et d'épanouissement personnel. Un après-midi, alors que Rose et Élise prenaient un café sur la terrasse de Rose-Élise, lui posa une question qui la fit réfléchir profondément. « Rose, si vous pouviez parler à la femme que vous étiez il y a 3 ans, celle qui a reçu ce balai en cadeau, que lui diriez-vous » Rose regarda le jardin où d'autres résidents profitaient de l'après-midi, certains lisant, d'autres discutant, tous vivant des vies qu'ils avaient choisies consciemment. Je lui dirai que la douleur qu'elle ressent n'est pas une condamnation permanente, que ce balai ne définit pas sa valeur, qu'à 70 ans, 75, 80, voire 90, on peut encore écrire un tout nouveau chapitre de sa vie. Et quoi d'autre? Je lui dirai de ne pas attendre que les autres changent pour commencer à s'apprécier. Qu'il n'est pas égoïste de vouloir être vu, apprécié, respecté. Qu'aimer sa famille ne nécessite pas de disparaître en tant que personne. Élise hocha la tête avec sagesse. Savez-vous ce que j'admire le plus dans votre histoire? Vous n'avez pas seulement eu le courage de partir. Vous avez eu le courage de fleurir. Rose sourit, sentant la vérité de ces mots résonner dans sa poitrine. Élise, pour la première fois de ma vie, je ne vis pas en fonction de ce que les autres ont besoin de moi. Je vis en fonction de qui je suis. Ce soir-là, Rose reçut un appel de Maître Rousseau avec des nouvelles excitantes. La campagne « Il n'est jamais trop tard » avait connu un tel succès que des organisations internationales de défense des droits humains souhaitaient l'étendre à d'autres pays d'Amérique latine. On lui offrait l'opportunité de voyager en Argentine, en Colombie et au Chili pour partager son histoire. « C'est une opportunité incroyable », dit Rose à Élise le lendemain. « Mais j'ai aussi un peu peur. Être loin pendant des mois dans des pays où je ne connais personne. »« Rose, » dit Élise avec un sourire espiègle, « qui aurait cru il y a 3 ans que vous vous soucieriez trop de voyager au lieu de vous soucier de ne pas savoir où aller ?» Rose rit, reconnaissant l'ironie de la situation. La femme qui avait autrefois senti son monde se rétrécir chaque jour devait maintenant choisir entre de multiples opportunités passionnantes. Elle décida d'accepter l'offre internationale. Ses premières conférences à Buenos Aires furent accueillies avec tant d'enthousiasme que les organisateurs durent déplacer les événements vers des auditoriums plus grands. Rose se retrouva à parler devant des milliers de femmes qui avaient vécu des expériences similaires dans des circonstances culturelles différentes. À Bogota, une femme de 80 ans s'approcha d'elle après une conférence. « Madame Rose, lui dit-elle d'une voix tremblante, j'ai 5 enfants et 14 petits-enfants. Cela fait 60 ans que je n'ai rien fait juste pour moi. Votre histoire m'a fait penser que peut-être il n'est pas trop tard pour moi non plus. » À Santiago, un journaliste lui demanda lors d'une interview « Madame Martin, pensez-vous que votre histoire aurait été différente si vous étiez née dans cette génération ?» Rose considéra la question attentivement. « Je pense que les jeunes
Femmes d'aujourd'hui ont plus d'options visibles dès le début. Mais je crois aussi que chaque génération doit apprendre à s'apprécier. L'âge auquel vous apprenez cette leçon est moins important que le fait que vous l'appreniez. Après 6 mois de voyage à travers l'Amérique latine, Rose retourna à Nice avec une perspective encore plus large sur sa propre expérience. Elle avait rencontré des centaines de femmes dont les histoires spécifiques étaient différentes, mais dont l'éveil à leurs propres valeurs était universel. De retour à la Villa Espérance Rose, fut accueillie comme une héroïne locale. Ses compagnons, résidents, avaient suivi ses voyages à travers des articles de journaux et des reportages télévisés. Ils avaient organisé une petite fête de bienvenue dans le jardin communautaire. « Rose, » lui dit Patricia Moreau pendant la célébration, « quand vous êtes arrivée ici il y a 3 ans, nous savions que vous étiez spéciale. Mais nous n'aurions jamais imaginé que vous deviendriez une inspiration pour les femmes de tout le continent. » Patricia, répondit Rose, « je ne l'aurais pas imaginé non plus. Mais je crois que c'est ce qui est beau dans le choix de vivre authentiquement. On ne sait jamais où cela nous mènera. » Ce soir-là, Rose rangeait les photos de ses voyages lorsque le téléphone sonna. C'était Daniel. « Maman, j'ai vu le reportage sur votre retour aux informations. Vous aviez l'air radieuse. »« Je me sens radieuse, » répondit Rose honnêtement. « J'ai quelque chose à vous dire, » dit Daniel, et sa voix avait une qualité émue que Rose n'avait pas entendue depuis des années. « Carmen et moi sommes en thérapie de couple. Nous travaillons sur notre communication, sur nos attentes, sur la façon dont nous traitons les gens que nous aimons. » Rose ressentit une vague d'espoir, non pour elle-même, mais pour son fils et sa famille. « Je suis très heureuse d'entendre ça, Daniel. Et il y a autre chose. Les enfants veulent venir vous voir, non pas pour une visite familiale obligatoire, mais parce qu'ils sont réellement curieux à propos de leur grand-mère qui est devenue célèbre pour être courageuse. » Rose sentit des larmes de joie. Ses petits-enfants, maintenant âgés de 18 et 16 ans, avaient suivi son histoire sur les réseaux sociaux. Ils avaient vu des vidéos de ses conférences, lu des articles sur son travail avec la campagne. Pour la première fois, ils la voyaient non seulement comme grand-mère, mais comme Rose Martin, la femme. « J'adorerais les recevoir, » dit Rose, « mais à une condition. » « Laquelle ? » « Qu'ils viennent parce qu'ils veulent me connaître et non parce qu'ils se sentent obligés de me rendre visite. Je veux que notre relation soit authentique dès le début. »« Maman, » dit Daniel et sa voix se brisa légèrement, « je crois que nous apprenons tous ce que signifie avoir des relations authentiques avec vous. » 2 semaines plus tard, les petits-enfants de Rose arrivèrent à Nice pour une visite de week-end. Rose avait été nerveuse, ne sachant pas comment interagir avec ces jeunes qui avaient tant grandi pendant sa transformation personnelle, mais ses inquiétudes se révélèrent infondées. Ces petits-enfants arrivèrent avec de véritables questions sur son travail, sur son expérience universitaire, sur sa décision de changer de vie de façon aussi radicale. Pendant le dîner dans la salle à manger commune du complexe Rose, se retrouva à discuter avec eux comme avec des adultes, partageant des idées et des perspectives sur un pied d'égalité. « Grand-mère, » lui dit sa petite-fille Sophie, une jeune femme brillante de 18 ans, qui était sur le point d'entrer à l'université, « vos conférences m'ont aidé à comprendre quelque chose d'important. »« Quoi ?» ?»« Elles m'ont aidé à comprendre. Que je ne devrais jamais m'excuser d'avoir des ambitions, de vouloir une carrière, de choisir ma propre vie. Avant, quand je parlais de mes projets professionnels, certains membres de ma famille me disaient que je ne devrais pas être si égoïste, que les femmes doivent d'abord penser à la famille. Mais votre exemple m'a montré qu'une femme peut aimer sa famille, tout en vivant pour elle-même. » Rose sentit son cœur se gonfler de fierté. Sa transformation personnelle avait non seulement changé sa propre vie, mais elle influençait les décisions que sa petite-fille prendrait concernant son avenir. Son petit-fils Carlos, âgé de 16 ans, ajouta « Et ça m'a appris comment je veux traiter les femmes dans ma vie. Je ne veux jamais que ma future épouse se sente comme vous vous sentiez avec ce balai. » Pendant le reste du week-end, Rose expérimenta quelque chose de complètement nouveau, une relation authentique avec ses petits-enfants, basée sur le respect mutuel et une curiosité réciproque. Ce n'était pas seulement la grand-mère qui les gâtait, c'était Rose, une femme intéressante, avec des expériences fascinantes et des perspectives précieuses. Le dimanche, quand le moment fut venu de se dire au revoir, Sophie embrassa Rose chaleureusement. « Grand-mère, j'espère être aussi courageuse que vous quand j'aurai votre âge. »« Sophie, » répondit Rose, «
J'espère que vous serez courageuse bien avant d'avoir mon âge. N'attendez pas 70 ans pour vous choisir. » Après le départ de ses petits enfants, Rose s'assit sur sa terrasse en réfléchissant au week-end. Elle avait craint d'avoir attendu trop longtemps pour construire des relations authentiques avec sa famille. Mais elle se rendait compte maintenant qu'elle avait attendu exactement le bon moment. Elle avait eu besoin de se trouver elle-même en premier pour pouvoir offrir aux autres la version la plus authentique d'elle-même. Cette semaine-là, Rose reçut une lettre qui la surprit complètement. Ce soir-là, Rose reçut une lettre d'une femme nommée Eliane Dubois qui vivait en Espagne. « Chère Madame Martin, disait la lettre, je suis une professeure retraitée de Madrid qui a vu une vidéo de l'une de vos conférences sur Internet. Votre histoire a tellement résonné en moi que j'ai décidé de vous écrire. J'ai 68 ans et je me suis senti invisible dans ma propre famille pendant la dernière décennie. Après avoir écouté votre histoire, j'ai pris la décision de déménager dans mon propre appartement pour la première fois de ma vie. Je voulais vous remercier de m'avoir montré qu'il est possible de se réinventer. » Rose lut la lettre plusieurs fois, stupéfaite de l'ampleur de son histoire. Une décision personnelle prise dans un moment de douleur était devenue une source d'inspiration pour des femmes qu'elle ne rencontrerait jamais dans des pays qu'elle ne visiterait jamais. Cette nuit-là, Rose écrivit dans le journal intime qu'elle avait commencé à tenir pendant ses voyages. « Aujourd'hui, je me suis rendu compte de quelque chose d'important. Mon histoire n'a pas commencé quand j'ai reçu ce balai en cadeau. Mon histoire a commencé quand j'ai décidé que je méritais mieux. Le balai n'était que le catalyseur. Le vrai changement est venu de l'intérieur de la reconnaissance de ma propre valeur. J'ai appris qu'il n'est jamais trop tard pour écrire un nouveau chapitre pour redéfinir qui vous êtes, pour choisir le respect, plutôt que la coutume. J'ai appris que le véritable amour envers la famille, envers les autres, envers soi-même, doit inclure le respect et la reconnaissance de la dignité inhérente à chaque personne. Si quelqu'un lit ceci un jour et se retrouve dans une situation similaire à celle dans laquelle j'étais, je veux qu'il sache ceci: vous méritez d'être vu, valorisé, respecté. Vous méritez une vie qui soit la vôtre. Et il n'est jamais trop tard pour choisir cette vie. 2 mois plus tard, Rose reçut une invitation qui marqua le point culminant de sa nouvelle vie. L'Université nationale autonome du Mexique l'avait invitée à donner la conférence d'honneur lors de sa cérémonie de remise de diplôme annuelle. Elle serait la première femme de son âge, sans diplôme universitaire formel, à recevoir un tel honneur. Madame Martin lui expliqua le recteur par téléphone. « Vous représentez quelque chose que nos diplômés doivent comprendre, que l'apprentissage et la croissance ne s'arrêtent pas avec un diplôme, que la vie elle-même est une éducation continue et qu'il n'est jamais trop tard pour devenir ce que l'on est destiné à être. » Le jour de la cérémonie, Rose se tenait devant des milliers de jeunes diplômés, leurs familles et le corps professoral de l'université la plus prestigieuse du pays. Elle portait la robe bleue qu'elle avait achetée spécialement pour l'occasion, non pas parce que quelqu'un d'autre l'avait choisie pour elle, mais parce qu'elle aimait la façon dont elle était et dont elle se sentait en la portant. « Chers diplômés, » commença Rose, sa voix claire et forte résonnant dans l'auditorium, « vous célébrez aujourd'hui la fin d'une étape éducative importante. Mais je veux vous parler d'un autre type de remise de diplôme, la remise de diplôme, qui consiste à cesser de vivre pour les autres, pour vivre authentiquement pour vous-même. » Rose parla pendant 20 minutes de l'importance de maintenir sa propre identité tout en aimant et en servant les autres de la valeur de se redéfinir, à tout âge de la différence entre le sacrifice amoureux et l'auto-anéantissement. « Mon histoire n'est pas spéciale parce que j'ai fait quelque chose d'extraordinaire, conclut-elle. Mon histoire est spéciale parce qu'elle représente quelque chose que chacun d'entre vous peut faire choisir le courage plutôt que la peur. Choisir la croissance plutôt que la sécurité, choisir l'authenticité plutôt que les attentes. » Quand elle eut terminé l'auditorium entier, se leva en une ovation qui dura plus de 5 minutes. Rose vit des larmes dans les yeux de jeunes diplômés, de parents d'âge moyen et de professeurs chevronnés. Son message avait touché quelque chose d'universel dans l'expérience humaine. Après la cérémonie, Rose fut abordée par des dizaines de personnes qui voulaient la remercier, partager leurs propres histoires ou simplement être proche de quelqu'un qui représentait la possibilité de la transformation à tout âge. Une femme âgée s'approcha d'elle, les larmes coulant sur ses joues. « Madame Rose, lui dit-elle, je viens ici aujourd'hui pour voir ma petite fille recevoir son diplôme. Mais je crois que vous m'avez diplômée aussi. » Cette nuit-là
alors que Rose rentrait à Nice dans la voiture que Daniel avait insisté pour lui fournir pour le voyage, elle réfléchit au chemin extraordinaire que sa vie avait emprunté. Elle avait commencé avec un balai en plastique et un cœur brisé, mais elle avait fleuri dans quelque chose de beau et d'inattendu. Son téléphone sonna, c'était Élise. « Rose, j'ai vu la cérémonie à la télévision. Je suis tellement fier de vous que je ne peux pas l'exprimer. »« Élise, répondit Rose, pouvez-vous croire qu'il y a 4 ans, j'étais une femme qui se sentait invisible dans sa propre maison? Oui, je peux le croire. Et je peux aussi croire que vous avez toujours eu cette force en vous. Vous aviez juste besoin du bon moment pour la laisser briller. » Rose arriva à la Villa Espérance ce soir-là, en ressentant une satisfaction profonde et durable. Ce n'était pas la satisfaction temporaire d'avoir fait plaisir à quelqu'un d'autre, mais la satisfaction permanente d'être en train de vivre en accord avec ses propres valeurs et aspirations. Le lendemain, Rose se réveilla comme elle le faisait, maintenant sans réveil, sans pression, sans liste de choses à faire pour les autres. Elle se prépara son café du matin, s'assit sur sa terrasse et ouvrit le journal local. À la une, il y avait une photo d'elle pendant la cérémonie de remise des diplômes, avec le titre « Une femme de 74 ans prouve qu'il n'est jamais trop tard pour s'épanouir ». Rose sourit, découpa l'article et l'ajouta à l'album qu'elle avait commencé à tenir non pas par vanité, mais comme un rappel tangible de sa propre transformation. Cet après-midi-là, alors qu'elle travaillait dans le jardin communautaire avec Élise et d'autres résidents, Rose se rendit compte qu'elle avait trouvé quelque chose qu'elle avait cherché toute sa vie, sans savoir qu'elle le cherchait, une communauté, choisie basée sur le respect mutuel, un but partagé et une joie authentique. « Savez-vous ce qu'il y a de plus ironique ?» dit-elle à Élise en plantant de nouvelles fleurs. « Pendant toutes ces années, j'ai pensé que ma valeur résidait dans ce que je pouvais donner aux autres. Il s'avère que mon plus grand cadeau a été d'apprendre à m'apprécier moi-même. » Élise acquiesça sagement. « Et ce faisant, vous avez donné aux autres, à votre fils, à vos petits-enfants, à toutes ces femmes lors de vos conférences, la permission de s'apprécier eux-mêmes aussi. » Rose se redressa, sentant le soleil de l'après-midi, entourée d'amis qu'elle avait choisis, vivant une vie qu'elle avait consciemment conçue. À 74 ans, elle était finalement arrivée chez elle, non pas dans un endroit, mais en elle-même. Son téléphone vibra avec un SMS de Sophie, sa petite fille. « Grand-mère, j'ai commencé l'université aujourd'hui. Dans ma lettre de motivation, j'ai écrit sur vous et sur la façon dont vous m'avez appris qu'une femme peut être aimante et ambitieuse en même temps. Merci de m'avoir montré que c'est possible. Je vous aime. » Rose lut le message 2 fois, ressentant une vague de joie pure. Sa transformation personnelle avait créé des ondes qui se propageraient à travers les générations, enseignant aux jeunes femmes qu'elles pouvaient choisir à la fois l'amour et l'autonomie qu'elles n'avaient, pas à attendre 70 ans pour s'apprécier elles-mêmes. Cette nuit-là, Rose dîna dans la salle à manger commune avec Élise, et d'autres amis participa au club de lecture, où ils discutèrent d'un roman de Marguerite Duras, puis retourna à son appartement pour travailler sur une nouvelle conférence, qu'elle avait été invitée à donner en Suisse. Pendant qu'elle travaillait sur ses notes, Rose réfléchit à toutes les décisions qui l'avaient amenée à ce moment. La décision de vendre la maison, de déménager à Nice, de reprendre ses études, de partager son histoire publiquement. Chaque décision avait exigé du courage, mais elle s'était également construite sur la précédente, créant un élan d'authenticité qui se sentait désormais aussi naturel que de respirer. À 10 heures du soir, Rose rangea ses notes de somme, prépara à dormir et resta un moment sur sa terrasse à regarder les étoiles. L'air nocturne de Nice était frais et parfumé, plein de possibilités. Pour la première fois depuis des décennies, Rose s'endormit non pas épuisée d'avoir pris soin des besoins des autres, mais satisfaite d'avoir pleinement vécu sa propre vie. Il n'y avait pas de vaisselle à faire pour personne d'autre, il n'y avait pas de souci concernant le fait de savoir si elle avait fait assez pour les autres ce jour-là. Au lieu de cela, elle avait travaillé dans son jardin, avait aidé une nouvelle résidente à s'installer dans le complexe, avait avancé sur sa prochaine conférence, avait eu des conversations significatives avec des amis choisis et avait reçu l'amour sincère de sa famille, un amour basé sur qui elle était et non sur ce qu'elle pouvait faire pour eux. En s'endormant, Rose sourit en pensant à tous les matins qui l'attendaient, des matins qu'elle pouvait remplir de buts de croissance, de joie et de choix conscients. À 74 ans, Rose Martin vivait enfin la vie qu'elle avait attendue, toute sa vie sans savoir qu'elle l'attendait.
Sa dernière pensée avant de s'endormir fut une promesse à elle-même ne plus jamais permettre à personne de la réduire à une fonction. Elle était Rose Martin, étudiante conférencière, mentor, amie, mère-grand-mère, et par-dessus toute une femme entière, vivant authentiquement pour la première fois de sa vie. Le balai en plastique avait été destiné à être une insulte, mais il était devenu la dernière poussée dont elle avait besoin pour balayer une vie qui ne la servait plus et en construire une nouvelle qui l'honorait enfin pleinement. Félicitations, écrivez 9 dans les commentaires pour me faire savoir que vous êtes resté avec moi jusqu'à la fin. Merci d'avoir regardé et à l'histoire de demain sur cette même chaîne.